L'année 1947 marque le coup d'envoi de la guerre froide. Partisans d'un communisme encore mondial et défenseurs de la démocratie libérale, arc-boutés sur des États-Unis qui sont nimbés du prestige de leur victoire, se font face partout. En Grèce, en Chine, au Vietnam, l'affrontement est déjà sanglant. En Europe, on évite encore le pire, tout juste. La guerre a laissé parfois de terribles souvenirs et la violence sociale dans des sociétés encore pauvres et exposées aux pénuries de toutes sortes peut se déclencher à tout moment. Cette même année, en France et en Italie, deux partis communistes très puissants se retrouvent en quelques mois exclus du pouvoir qu'ils partageaient avec d'autres partis plus modérés, issus comme eux de la résistance. Leur réaction sera vigoureuse. En France, avec une grève générale sans précédent, à l'automne 1947, qui ne sera dépassée en intensité qu'en 1968. En Italie, quelques mois plus tard, avec une campagne électorale dramatique, qui, suivie d'une tentative d'assassinat du leader communiste Palmiro Togliatti, débouchera sur une seconde grève générale tout aussi redoutable qu'en France. À plusieurs reprises, la tentation insurrectionnelle semblera très proche, alors qu'à Prague et à Berlin, le communisme soviétique est partout à l'offensive. Pourtant, cette insurrection n'aura pas lieu. À 50 ans de distance, les archives soviétiques, mais aussi françaises et italiennes, s'ouvrent enfin. On peut essayer de répondre tout simplement à deux questions essentielles. Les partis communistes voulaient-ils prendre le pouvoir en France et en Italie? L'Union soviétique voulait-elle, de son côté, favoriser une telle prise de pouvoir? Pour mieux comprendre la situation en 1947, il faut tout d'abord comprendre quelle a été la stratégie des partis communistes européens de 1944 à la rupture de 1947. Pendant 3 ans, en effet, les partis communistes ont été associés au pouvoir, essentiellement en France et en Italie. Ces deux partis de masse représentent ainsi un phénomène politique nouveau. Au-delà même des rangs des adhérents et sympathisants, beaucoup se laissent à penser que la montée du communisme a quelque chose d'inexorable. Néanmoins, cette puissance et cette influence ne dispensaient pas les communistes italiens et français d'élaborer une stratégie. Les deux partis optent au même moment pour une voie gradualiste. Ils soutiennent de larges coalitions. Après 1945, les communistes européens adoptent en effet une nouvelle approche. En conquérant une influence croissante au gouvernement et hors de celui-ci, les communistes pensent pouvoir créer un rapport de force original. Ils ne s'empareront pas du pouvoir à la manière de Lénine dans la Russie de 1917, mais ils disposeront ainsi d'une sorte de minorité de blocage sur le destin de leurs gouvernements respectifs. Cette situation de compromis semble donc pendant tout un temps convenir à tout le monde, à Staline tout autant qu'aux dirigeants de la Libération, de Gaulle en France ou le démocrate chrétien De Gasperi en Italie, ainsi qu'aux communistes eux-mêmes, bien évidemment. Chacun bénéficie de cette période pour renforcer ses positions. Pourtant, cette expérience politique, qui devait durer 3 ans, s'interrompt brutalement. Ce sont les Américains qui vont y mettre fin grâce à la radicalité de leur offre d'alliances économiques et politiques, le plan Marshall. En offrant une colossale aide financière à la reconstruction de l'Europe, que l'Union soviétique refuse et impose à ses nouveaux satellites d'Europe de l'Est de refuser à leur tour, les États-Unis obligent dès le début de 1947 chacun à choisir son camp. En moins de 3 semaines, avril-mai 1947, partout, les communistes sont chassés des gouvernements. Ce mouvement apparaît à tous comme une contrepartie politique des Européens à une aide importante des États-Unis. Au risque, bien sûr, d'un affrontement, cette fois-ci ouvert, avec Moscou. Nous sommes au printemps 1947. Quelle est la réaction de Moscou? Très vite, la direction soviétique, qui était sérieusement divisée sur le chemin à suivre vis-à-vis des Européens, tire les leçons amères de son humiliation. En septembre 1947, une conférence secrète se réunit dans un petit village de Pologne, Szklarska Poręba. Elle réunit autour du numéro 2 soviétique Andrzej Jdanov les numéros 2 de tous les partis d'Europe de l'Est, ainsi que les représentants des partis français, Jacques Duclos, et italiens, Luigi Longo. Nous connaissons bien le déroulement de cette réunion grâce au témoignage paru dès 1956 de l'adjoint italien de Luigi Longo, Eugenio Reale, qui venait de démissionner du Parti communiste et qui n'a rien caché de la violence de la discussion. Le délégué yougoslave, en particulier Edvard Kardelj, n'hésite pas à qualifier le pauvre Duclos de valet parlementaire et à tourner en dérision l'attitude conciliante à ses yeux des Français et des Italiens.
Au lendemain de cette séance d'autocritique, on annonce la création par les partis soviétiques, est-européens, français et italiens d'un bureau d'information, le Cominform en abréviation russe, qui ressemble fort à une reprise en main centralisatrice de Moscou, secondée par les fidèles yougoslaves. Sur le plan pratique, les conséquences en sont immédiates, en France comme en Italie. La période de conciliation gouvernementale est abjurée. Le style d'affrontement dur et conspiratif éprouvé dans la clandestinité exalté. Au plus haut niveau de l'appareil, chargé de sa réorganisation, apparaissent des hommes trempés dans l'action violente. Le français Auguste Lecoeur, l'italien Pietro Secchia. Ils ont la confiance directe des services secrets soviétiques et ils la conserveront longtemps, sans doute toute leur vie. Les deux partis se préparent incontestablement à une bagarre qui ne restera pas confinée à l'enceinte du Parlement. Il se trouve que ce nouveau ton révolutionnaire rencontre un climat social de plus en plus tendu, 3 ans après la libération. Que se passe-t-il dès la fin de l'année 1947 ? En France, la reconstruction s'est opérée à pas de géant. Mais les sacrifices consentis par les salariés ont été très importants. La nouvelle ligne communiste leur donne une revanche. Indépendamment de toute stratégie de prise de pouvoir, les militants se retrouvent comme des poissons dans l'eau, à pousser à la grève parmi les ouvriers conscients de leur force en une période de plein emploi généralisé, mais frustrés dans leurs espérances. Fin novembre 1947, la direction de la CGT juge la situation suffisamment mûre pour appeler à la grève générale. Celle-ci durera près de 3 semaines, donnant lieu à des violences sporadiques à Saint-Étienne, dans le Nord, en Lorraine. Mais cette grève générale est un échec. Le gouvernement de centre-gauche dirigé par le démocrate chrétien Robert Schuman et dans lequel le ministre de l'Intérieur socialiste Jules Mock va se distinguer par sa fermeté, ne cède pas. En Italie, le mouvement va s'accélérer un peu plus tard parce que le Parti communiste italien, allié ici à la majorité de gauche des socialistes de Pietro Nenni, espère encore remporter les élections législatives du printemps 1948. Celles-ci se déroulent dans un climat hallucinant. La démocratie chrétienne et ses alliés libéraux et socialistes de droite appellent les électeurs à voter, peut-être pour la dernière fois. En avril 1948, la démocratie chrétienne obtient à elle seule la majorité absolue des voix, 51%. Mais le climat post-électoral demeure très tendu. Des journaux de la nouvelle majorité ont quasiment appelé au lynchage du secrétaire général communiste Palmiro Togliatti, et c'est ce qui finit par advenir effectivement. Un fanatique, qui fort heureusement n'appartenait à aucun parti politique, tire plusieurs balles sur Palmiro Togliatti. L'attentat provoque instantanément un immense mouvement de colère. La plupart des villes dans le nord de l'Italie sont paralysées par la grève générale. Plusieurs préfectures, notamment à Turin, sont prises d'assaut par des militants communistes. Fort heureusement, Togliatti s'en tire. Il a murmuré avant de passer en salle d'opération « Surtout, ne faites pas de bêtises ». Son second, Luigi Longo, prévient là aussi l'affrontement décisif. Enfin, troisième étape. À l'automne 1948, une fraction particulièrement militante de la classe ouvrière française, les mineurs de charbon, passe une dernière fois à l'offensive, sans parvenir cette fois-ci à entraîner derrière elle les autres fédérations d'industrie. C'est sans doute l'affrontement le plus rude de l'après-guerre. Des sabotages de puits de mines ont lieu. Un train déraille dans le Pas-de-Calais. De son côté, Jules Mock fait occuper les cités minières par la troupe. Jamais plus par la suite, communistes français et italiens ne se laisseront entraîner dans une telle montée aux extrêmes qui aurait pu tout aussi bien déboucher, semble-t-il, sur une guerre civile véritable. Néanmoins, les partis communistes voulaient-ils alors prendre le pouvoir, comme on les en accusera plus tard? On peut répondre clairement à cette question. Non, à aucun moment, les communistes français et italiens n'ont songé à prendre le pouvoir par la violence, encore moins par la violence armée. Aucune préparation insurrectionnelle véritable, aucune plongée des directions dans la clandestinité. En revanche, une concentration des efforts sur les élections et sur les mouvements revendicatifs à caractère syndical. Plusieurs raisons expliquent ce refus du PCF comme du PCI à s'engager plus au-delà. L'exemple de la guerre civile grecque, qui bat son plein à la même époque, est tout simplement catastrophique, à l'évidence. Au même moment, comme le révèlent peu à peu les archives soviétiques, Moscou est davantage conscient de sa grande faiblesse économique qu'on ne l'imaginait alors. Il s'agit d'abord pour Staline de digérer intégralement l'Europe de l'Est et de dissuader les Américains et leurs alliés d'y intervenir. Bien davantage que la prise de pouvoir, les offensives désespérées du PCF et du PCI s'inspirent de la gymnastique révolutionnaire.
Il s'agit d'allumer des incendies locaux sur les arrières du monde occidental pour faciliter la politique de l'Union soviétique, et pour l'instant, rien de plus. L'apparente offensive masque en réalité une défensive plus alarmée qu'on ne l'a soupçonnée. Le Parti communiste français sera ainsi dissuadé d'élargir la grève des mineurs de 1948 aux dimensions de la grève générale de 1947. Sectarisme, oui, aventure, non. S'il est vrai que le spectre de la guerre civile passera bientôt comme un mauvais rêve sur la France et l'Italie de l'après-guerre, emporté par la solide prospérité des Trente Glorieuses, il laissera néanmoins quelques traces profondes. L'isolement des deux partis, qui étaient à l'apogée de leur prestige en 1947, sera durable. Malgré une forte audience directe et indirecte chez les ouvriers, les paysans, les intellectuels, les communistes sont à présent rejetés par une large majorité de leurs compatriotes, français comme italiens. Le coup de Prague, le divorce entre Staline et Tito, inspire déjà les premiers doutes chez quelques sympathisants. Certes, ces doutes s'éloignent bien vite, mais dans la rudesse de l'hiver stalinien, la nostalgie des jours heureux de la libération de 1944-45 ira croissant. Paradoxalement, les communistes idéaliseront les années les plus sombres de la clandestinité et voudront oublier les années terribles 1947-1950, où pourtant, jamais leur influence n'avait été aussi grande.